Lula Cora Hood. Lula Cora Hood, âgée de 44 ans, a été vue pour la dernière fois en 1970 en Illinois, suite à ce que sa fille a décrit comme une querelle familiale. Grace Cavisto n'avait que 15 ans lorsque sa mère a quitté sa vie, mais elle a noté que ce n'était pas la première fois que Lula faisait une telle chose, bien que cela semble être la dernière. Grace a dit à cadoluxy.com, elle était partie de nombreuses fois avant cela et était simplement revenue. Lula aurait eu du mal avec une maladie mentale non spécifiée et aurait trouvé difficile de s'occuper de ses enfants, Grace, Joanne, Owen et David. Les 4 ont été adoptés par sa sœur, Hazel, afin de lui faciliter la tâche, Lula venant assez souvent. Cependant, ce jour-là en particulier, elle est sortie de la vie de ses enfants et n'est jamais revenue. Pendant des décennies, personne ne savait ce qui lui était arrivé. Bien que la famille ait cherché, Lula n'a jamais été signalée disparue car elle était connue comme une vagabonde. Le 5 mai 1996, l'affaire a pris un tournant lorsque les restes squelettiques d'une femme ont été découverts dans un four dans les briqueteries Purrington Paver à East Galesburg, Illinois. On croyait que Jane Doe était décédée entre 1984 et 1996 et ses restes ont été trouvés par un cueilleur de champignons. Elle avait été enveloppée dans un sac poubelle et décrite par les enquêteurs comme une femme blanche, petite, corpulente et d'âge moyen. Plus d'une centaine de personnes disparues ont été notées comme correspondances potentielles à Jane Doe et en 1998, les enquêteurs ont trouvé une correspondance provisoire lorsqu'une femme nommée Joanne Allen les a contactés croyant que la reconstruction faciale ressemblait à sa mère Lula Cora Hood. Lula correspondait à la tranche d'âge de Jane Doe et avait passé du temps à vivre à Galesburg, vivant même à un moment en face des Brickyards. Comme les tests acides désoxyribonucléiques n'étaient pas disponibles à l'époque, l'affaire a été pratiquement clôturée par les enquêteurs qui pensaient que la fille de Lula l'avait correctement identifiée. Une cérémonie commémorative a eu lieu pour la femme de 44 ans, mais la police a gardé les restes jusqu'à leur identification formelle. Pendant des années, l'affaire est restée sans suite, mais en 2008, de nouveaux tests acides désoxyribonucléiques ont permis aux filles de Lula de fournir des échantillons qui pourraient être comparés à Jane Doe. 2 autres années se sont écoulées avant que les tests ne soient terminés. Et en 2011, il a été annoncé que Jane Doe n'était pas en fait Lula Cora Hood. Une autre de ses filles, Debbie, a déclaré qu'elle avait toujours su que Jane Doe n'était pas sa mère, déclarant « J'ai regardé la reconstruction faciale et j'ai dit « Ce n'était pas ma mère ». Au plus profond de moi, j'ai senti que ce n'était pas elle ». À la grande surprise de la famille de Lula, cependant, les tests acides désoxyribonucléiques leur ont rapidement donné des réponses sur le lieu où se trouvait leur mère disparue. Le sergent détective Jason Landers a dit aux médias « Nous avons pu obtenir un nom et il y avait un lien avec Jacksonville, en Floride, parce que sa fille aînée y est née. En environ 30 jours, nous avons eu la chance de trouver Cora Hood vivant à Jacksonville. » Les tests acides désoxyribonucléiques de l'individu censé être Lula, qui utilisait un nom de famille différent, ont montré que c'était bien la femme disparue. Sa fille Grace est descendue voir sa mère avec sa cousine et sa sœur adoptive, Bernadine Colla. Bernadine a dit au courrier d'enregistrement « Nous avons dit alors que nous descendions là-bas, je ne vais pas pleurer. Et bien sûr, quand nous nous sommes tous vus, moi et ma sœur et tante Cora, nous 3 avons pleuré, nous étions si heureux. » Grace a ajouté, en tant qu'enfant, tout ce que vous voyez, c'est que votre mère est partie, puis vous réalisez que c'était parce qu'elle ne pouvait pas s'occuper de nous. Alors j'étais excité. Et j'ai pleuré, je n'aurais jamais pensé que j'aurais cette réaction, mais j'en ai sûrement eu. Quand Grace a retrouvé sa mère, elle vivait dans des conditions épouvantables, mais finalement, elle a déménagé à Dayton, Ohio, pour vivre avec sa autre fille, Debbie. Elle a commencé à visiter Galesburg chaque année dans le cadre d'une tradition de réunion de famille. Malheureusement, Owen et David, les frères de Grace et Joanne, sont morts avant que leur mère ne soit retrouvée. La Jane Doe découverte dans les briqueteries à East Galesburg a été identifiée en 2013 comme étant Helen Ruth Alps après que sa fille lui a fourni son acide désoxyribonucléique à la police pour comparaison. On pense qu'elle est décédée entre le printemps de 1988 et novembre 1991 et les circonstances de sa mort font toujours l'objet d'une enquête. La police a noté qu'elle aurait eu entre 47 et 50 ans au moment de sa mort et conduisait une Ford Limited verte de 1976 avec d'éventuels dommages à l'angle avant du côté du conducteur. Toute personne disposant d'informations sur le cas de Ruth peut contacter le bureau du shérif du comté de Knox au 309 344 0044. Keoma Gray,
Né le 27 avril 1992, Kioma Gray a été élevée dans une famille normale et aimante et était l'une des 4 enfants. Adolescente, elle a fréquenté le lycée Buenaventura en Californie et espérait un jour intégrer une école de médecine pour étudier et devenir gynécologue. Mais tout a changé en décembre 2007 lorsque Chioma a soudainement disparu. Le matin du 13 décembre, la jeune fille de 15 ans a été déposée à l'école par son père et son frère, mais elle n'a pas assisté aux cours. La famille a découvert sa disparition quand sa mère est venue la récupérer à l'école. Ils ont signalé l'incident à la police à 17h30. Cependant, il n'a pas fallu longtemps aux détectives pour trouver un suspect possible. Andrew Joshua Tafoya, âgé de 20 ans, une connaissance de son frère. Chioma a rencontré Tafoya quand elle avait 14 ans et lui 19. Le couple a par la suite développé une relation romantique au grand désarroi de ses parents. Sa mère, Francine, était tellement bouleversée par l'intérêt de Tafoya pour sa fille qu'en mars 2007, elle l'a signalé à la police et il a été arrêté pour avoir eu des relations sexuelles illégales avec une mineure. Condamné à 7 mois de prison, il a été autorisé à sortir en journée pour travailler. Il a finalement purgé 147 de ses 210 jours de peine avant d'être libéré à condition qu'il ne contacte pas Chioma ou tout autre enfant sans la présence d'un adulte. Tafoya venait d'être libéré de prison quand Chioma a disparu. Plus accablant encore, un véhicule avait été volé sur un parking où il travaillait à nettoyer les voitures. Les autorités ont consulté les images de la télévision en circuit fermé autour de l'école et ont découvert qu'une voiture correspondant à la description du véhicule disparu s'était arrêtée devant l'école ce matin-là. Suite à cela, la police a émis un mandat d'arrêt contre Tafoya, croyant qu'il était responsable de la disparition de l'adolescente de 15 ans. Ils ont enquêté sur l'affaire comme un crime pour enlèvement d'enfants, contribution à la délinquance d'un mineur, vol de voiture et fuite illégale pour éviter les poursuites. Bien que de nombreuses observations du duo aient été signalées au Mexique au cours des années suivantes, Tafoya est resté en liberté et Chioma n'a pas été retrouvé. La plus notable de ces observations était celle de Chioma en août 2008, lorsqu'elle a été aperçue travaillant dans un restaurant à Acapulco. Un détective privé nommé Chuck Hoekstra connaissait la mère de Chioma et a proposé de travailler sur l'affaire gratuitement. En 2010, il a découvert la voiture volée avec des pneus à plat garés dans un complexe près d'Acapulco. Et avant longtemps, il a découvert que le couple vivait et travaillait toujours au Mexique. Tafoya était instructeur de plongée avec Tuba et Chioma serveuse. Il a aussi découvert que la famille de Tafoya l'avait aidé, vraisemblablement financièrement, même si les articles sur l'affaire ne le précisaient pas. Le détective privé a ensuite distribué des tracts à la recherche d'informations sur le couple, ce qui l'a amené à parler avec l'un des collègues de Chioma. Le collègue a révélé que Chioma était tombée enceinte et que le couple voulait avoir leur bébé aux États-Unis. Sa mère, Francine, était furieuse à l'annonce de la nouvelle et a rapidement intenté une action en justice contre Tafoya et ses parents avec l'intention de poursuivre également le département de probation du comté de Ventura pour ne pas les avoir informés que Tafoya avait été libéré de prison. Le 1er septembre 2011, Francine a reçu un appel téléphonique lui demandant de venir au Mexique pour récupérer Chioma et la ramener à la maison. L'appel venait de Tafoya et apparemment elle a demandé un lieu précis, mais on ne lui en a pas donné. Tafoya a alors décidé d'appeler le Federal Bureau of Investigation, acceptant de les rencontrer à l'aéroport international de Los Angeles le 5 octobre 2011. À l'atterrissage, la famille de Chioma l'a accueilli en larmes de joie, tandis que Tafoya a été arrêté pour vol d'enfants et violation de probation, 2 crimes majeurs. Chioma a dit à sa famille qu'elle ignorait qu'ils avaient fait des efforts pour la retrouver. Francine a déclaré « Elle ne pouvait pas y croire. J'ai eu l'impression qu'elle pensait que nous ne cherchions pas vraiment. » Une autre surprise est vite survenue quand la famille a su que le couple s'était marié au Mexique. Après avoir passé quelques jours avec sa famille, Chioma a emménagé avec la famille de son mari. En janvier 2012, Tafoya a plaidé coupable aux accusations portées contre lui et a reçu une peine de prison de 2 ans. Alex Cooper. Le matin du 4 avril 1987, la fille de Alex Cooper, âgée de 65 ans, était en route pour les magasins quand elle a aperçu le véhicule de son père près de l'hôtel Mitchell à Sparwood, en Colombie-Britannique, Canada. Elle s'est arrêtée près de la voiture et est allée lui parler pour s'assurer que tout allait bien, et a supposé qu'il pêchait dans le ruisseau Crayon à proximité, mais un rapide coup d'œil a révélé qu'il n'était pas sur la berge de la rivière, ni dans sa voiture. Inquiète, Leila a appelé sa mère Margaret. Alex avait une maladie cardiaque connue, et elle avait peur que quelque chose soit arrivé.
Margaret lui a dit qu'elle ne l'avait pas vu depuis la veille car il était censé être en voyage d'affaires, chose qu'Alex faisait souvent dans le cadre de son travail de commercial. Elles ont donc décidé de déposer un signalement de personnes disparues auprès de la police. Les enquêteurs sont arrivés sur les lieux, mais ont été déconcertés immédiatement car il n'y avait rien pour indiquer une lutte et aucune preuve du 65 ans. Une fouille des environs n'a rien donné. En retraçant ses mouvements de la veille, les autorités ont appris qu'Alex avait déjeuné dans un restaurant à moins d'1 kilomètre de l'endroit où sa voiture a été localisée. Margaret, quant à elle, a dit à la police que son mari utilisait souvent des espèces et qu'il avait généralement une liasse sur lui. Elle redoutait qu'il ait été agressé par un voleur voulant son argent. Sa fille craignait cependant qu'il ait fait une crise cardiaque et soit tombé à l'eau. Finalement, les autorités ont spéculé qu'Alex était parti volontairement. Sa famille a contesté cela car il avait laissé chez lui ses cartes bancaires et ses médicaments pour le cœur. Un an après, oisive, Margaret a demandé aux tribunaux de déclarer Alex mort, requête qui fut acceptée. Peu après, elle a essayé en vain de trouver son acte de naissance. Lorsqu'elle est allée demander une copie, elle n'a trouvé aucun enregistrement de son mari. De même, elle n'a trouvé aucune information sur lui avant que le couple ne se marie en 1952 et la famille lui a commencé à soupçonner qu'Alex leur cachait quelque chose. Cependant, les années suivantes n'ont rien révélé. Ce n'est qu'en mai 1991 qu'une avancée dans l'affaire est survenue lorsqu'un homme à Toronto a été signalé comme disparu. L'homme se faisait appeler David Cooper et se disait représentant de commerce itinérant. En regardant la photo fournie, la police a noté qu'il ressemblait étonnamment à Alex Cooper, porté disparu. David vivait dans une pension depuis environ 1 an et était connu pour vendre des produits carnés aux familles par le biais d'appels téléphoniques. Sa logeuse l'a signalé disparu lorsqu'il n'est pas rentré chez lui après un voyage d'affaires de 4 jours. Alors que les enquêteurs fouillaient sa chambre à la pension, ils ont découvert une photo d'Alex Cooper tenant son petit enfant. David Cooper est rentré chez lui peu après et a découvert les traces de la collecte de preuves par la police, comme de la poudre pour empreinte digitale dans la pièce. Sa logeuse lui a immédiatement dit qu'il avait été signalé comme disparu et que la police était venue enquêter, mais lorsque les autorités sont arrivées pour lui parler, David Cooper avait pris la fuite. Aucune nouvelle piste n'a émergé tout au long du reste de l'année, mais en septembre 1991, quelques mois seulement après que David Cooper a été signalé disparu, Unsolved Mysteries a présenté l'étrange affaire dans leur émission, ce qui a conduit à une autre avancée importante dans l'affaire. Quelqu'un qui avait regardé l'émission a reconnu la photo d'Alex et a contacté les autorités. Alex a finalement été retrouvé le 10 janvier 1992 à Hamilton, Canada. Il a expliqué que son vrai nom était Albin Arsène Arsenault et qu'en 1949, alors qu'il avait 26 ans, il avait été faussement accusé de participer au vol d'un bureau de l'Union Pacific Railroad où il avait travaillé pendant un certain temps. Dans le but d'éviter de purger une peine pour un crime qu'il n'avait pas commis, Alex a changé de nom et s'est enfui, finissant par rencontrer et épouser Margaret au début des années 1950 et avoir ensemble 5 enfants. Alex n'a pas envisagé que les charges contre lui avaient probablement été abandonnées à ce stade, et quand il a eu 65 ans, il a craint d'être exposé parce qu'il avait besoin d'un acte de naissance pour réclamer sa pension, chose qu'il n'avait pas. Plutôt que de tout avouer, il a décidé de disparaître, même s'il a déclaré qu'il détestait être loin de sa famille et souffrait du mal du pays. Après avoir été localisé, il a passé 2 jours à parler avec la police avant de retourner en Colombie-Britannique et de retrouver sa famille. Sa femme, Margaret, est décédée seulement 4 ans plus tard, en 1996. Alex est décédé en 2007, à l'âge de 85 ans. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité, et je vous verrai la prochaine fois.